Après le Pakistan, le Bangladesh, l'Iran et le Cambodge, le Venezuela est devenu la dernière victime des jouets chinois. Avant l'aube à Caracas, plus de 150 avions américains se sont approchés de l'espace aérien vénézuélien lors de l'opération Résolution Absolue, et les chasseurs furtifs chinois du Venezuela auraient dû les détecter. Au lieu de cela, les écrans radars ont été submergés par la guerre électronique et détruits par des missiles anti-radiation. Le radar chinois n'a pas réussi à détecter un seul avion américain. En 3 heures, le président Maduro a été capturé, exposant une fois de plus les armes chinoises au monde entier. En termes de chiffres, la Chine ressemble à Thanos, un seul geste, et elle pourrait anéantir des pays en un clin d'œil. 600 ogives nucléaires, la plus grande marine du monde, la 3e plus grande force aérienne, et le plus grand nombre de chars. Pendant des décennies, ce fut l'une des 3 principales raisons d'attirer la plupart des pays. Mais après avoir vu d'autres se brûler, les pays qui étaient autrefois fans des armes chinoises s'en éloignent discrètement. Les données le confirment. Les exportations d'armes de la Chine ont chuté de 23% par rapport à la période 2013-2017, entre 2018 et 2022. Alors que la Chine exportait moins d'armes, les États-Unis et la France se développaient et capturaient de nouveaux marchés. Mais ce n'est pas une raison de se réjouir. Malgré ce revers, la Chine maîtrise l'art de vendre ses Legos emballés comme des armes, mieux que quiconque. D'ailleurs, les Legos sont plus fiables. La première raison est donc évidente. La défense aérienne chinoise coûte environ 200 millions de dollars par batterie, contre 1 milliard pour les missiles Patriot américains. Dans presque toutes les catégories d'armes, le coût est environ moitié moindre que celui des homologues occidentaux. Pour un pays peinant à nourrir sa population, cela paraît évident. Ils savent que ce choix n'est pas idéal, mais c'est le seul possible. Cependant, ils l'ont rendu bien plus attrayant grâce à un coup de maître. Par exemple, cela a tellement bien fonctionné que la Chine est devenue le plus grand fournisseur d'armes du Bangladesh. Cette magie, c'est le financement flexible. En résumé, cela signifiait des prêts à long terme et des crédits à faible taux des banques d'État chinoises, permettant aux pays pauvres d'acheter des armes sans gros paiements initiaux. Le Bangladesh a ainsi financé sous-marins et navires de guerre grâce à la Chine. Cela a tout changé. Les pays occidentaux n'offrent pas de financement flexible, alors que la Chine, avec ses armes bon marché et ce type de financement, est devenue un héros pour les pays en développement. Pourtant, malgré tout ce qui brille, ces pays hésitaient à acheter ces armes, et les événements confirmèrent leurs doutes. Chaque jour qui passait. Je ne parle pas des événements que presque personne n'a remarqués, mais de ceux qui ont été le dernier clou dans le cercueil. Les échecs invisibles existaient, comme en 2020, quand le Bangladesh a abandonné des frégates chinoises sur les rives des fleuves, ou lorsque le Myanmar a immobilisé 11 des 16 avions chinois. La liste pourrait remplir une vidéo entière à elle seule, mais les armes chinoises comme Popola sont tout simplement devenues peu fiables. Certaines sont tombées en panne, tandis que d'autres se sont cassées à cause de matériaux de mauvaise qualité. Peu de gens les remarquaient, surtout des experts ou passionnés d'armée. Mais en 2025, tout le monde a remarqué leurs armes, mais pour de mauvaises raisons. 3 révélations la même année. En mai 2025, alors que des drones et missiles indiens visaient des bases terroristes pakistanaises, ils devaient être interceptés. Lors de l'opération Sundor, la défense aérienne chinoise n'a pas su coordonner ses réponses. Les batteries fonctionnèrent de manière isolée. Les liaisons de communication se sont effondrées sous la pression de la guerre électronique, et les frappes indiennes ont pu neutraliser des composants individuels sans faire face à un feu défensif massif. En fait, lorsqu'un avion de chasse pakistanais a tiré un missile RR chinois, il n'a même pas explosé, et a ensuite été retrouvé entièrement intact en Inde. Quelques mois après, les États-Unis et Israël ont semé le chaos en Iran, profitant de l'incapacité des équipements chinois à détecter les avions furtifs, rendant les missiles iraniens inopérants. Ensuite, le Cambodge a affronté la Thaïlande. Le système de défense aérienne chinois du Cambodge n'a pas intercepté les F-16 et Gripen thaïlandais. De plus, les failles radar et l'intégration défectueuse ont rendu ces systèmes inutiles en combat. Mais quelle en est la cause fondamentale? En surface, on parle tous d'armes Temu, de jouets Winnie l'ourson ou d'un concurrent de Lego. Au fond, une raison fondamentale explique ces dysfonctionnements. Qui le sait mieux que ces pauvres scientifiques morts et impuissants? Le 5 mars 2025, Liu Yongfang aurait été retrouvé effondré après avoir travaillé bien au-delà des limites légales. Sa femme a ensuite informé que pendant 277 jours, il ne rentrait du travail jamais avant 21h. Lui n'était pas un humain ordinaire, mais un scientifique de génie. La recherche de percées en IA, semi-conducteurs et matériaux avancés, a instauré une culture de surmenage chronique, difficile à supporter même pour les meilleurs scientifiques. Liu en a été victime.
Les rapports révèlent une hausse des décès prématurés et suicides chez les scientifiques de moins de 60 ans, avec 76 cas en un an. La situation est similaire dans l'industrie de la défense. L'industrie de la défense chinoise subit une forte pression interne pour tenir les délais ambitieux fixés par la direction politique. Le système favorise la rapidité au détriment des tests et des améliorations, selon les analyses de sécurité. Les chercheurs et ingénieurs dans les secteurs scientifiques et technologiques chinois sont connus pour faire face à des horaires de travail extrêmement longs et à une forte pression de performance, ce qui contribue à l'épuisement professionnel et à des départs à la retraite anticipés dans des domaines scientifiques clés. Mais parfois, ce n'est pas un problème de qualité. Beaucoup d'armes chinoises sont de bonne qualité et auraient pu fonctionner parfaitement. Mais cette fichue question de rapidité a tout gâché. En 2026, le Venezuela est entré en conflit avec près de la moitié de ses radars fournis par la Chine déjà hors service. En raison d'un manque de pièces détachées, le Pakistan a cannibalisé certains navires pour en réparer d'autres. Le Bangladesh a abandonné des plateformes entières. La Chine n'a pas de réseau mondial de maintenance et de pièces détachées, équivalent à celui des fournisseurs occidentaux. Leurs faiblesses ne se limitent pas au laboratoire. Sur le terrain, elles deviennent des échecs logistiques. La lenteur des pièces détachées et le mauvais SAV immobilisent les armes chinoises, rendant leur maintenance difficile pour les acheteurs. La cause principale est la mentalité du tout pour la vitesse. La qualité comptait peu. Qui le sait mieux que ces deux porte-avions américains des années 1990 ? Ce sont eux qui ont inspiré l'obsession chinoise pour la rapidité. Ce moment décisif est survenu entre 1995 et 1996. C'était l'époque. Lors de la crise du détroit de Taïwan, la Chine a tenté d'intimider Taïwan avant son élection présidentielle, en lançant des essais de missiles et en menant des exercices militaires près de l'île. Les États-Unis ont envoyé 2 groupes de porte-avions dans le détroit de Taïwan. La Chine n'a pas pu les empêcher ni contester leur présence. Ce moment a choqué la direction de Pékin, révélant leur impuissance militaire dans leur région, et l'absence de lien entre croissance économique et sécurité stratégique. Dès lors, Taïwan est devenu le centre de la stratégie militaire chinoise. Les dirigeants chinois ont estimé qu'un conflit futur sur Taïwan se jouerait sur la rapidité et la force écrasante. Si les États-Unis intervenaient vite, la Chine perdrait. Cela a amené les planificateurs à privilégier l'échelle et la rapidité au détriment de la qualité. L'objectif n'était pas des armes parfaites, mais assez pour saturer les défenses et retarder ou dissuader l'intervention américaine. La rapidité est alors devenue centrale et le travail a commencé. Souvenez-vous, j'ai dit que le travail a commencé, pas que c'était un travail honnête. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la Chine a mis son ego de côté et a suivi la stratégie de Deng Xiaoping, cacher sa force, attendre son heure. En résumé, la Chine doit rester discrète, éviter la confrontation et attendre d'être assez forte pour agir. Les dépenses militaires tiennent à publiquement limiter, mais l'apprentissage s'est accéléré discrètement. Mais le rythme qu'ils avaient prévu était tout simplement impossible à maintenir en utilisant les méthodes traditionnelles, celles qui impliquent une recherche et un développement intensif, et qui coûtent énormément d'argent et de ressources. Une autre option était d'importer des armes jusqu'à développer les siennes, mais la Chine a choisi une voie incertaine. La Chine a importé de nombreux équipements russes, dont avions de chasse, sous-marins et systèmes de défense aérienne. Des équipements venus d'autres pays occidentaux ont aussi été importés. Pas pour la raison que vous pensez. Ils ont rétro-conçu des systèmes étrangers et ont jeté les bases d'une industrie de défense nationale capable de production de masse. C'est un travail ingrat, mais tous sont surpris que cela ait presque miraculeusement marché. La Chine savait que cette période servait à apprendre, pas à dominer. La Chine a étudié la guerre moderne alors que son économie a connu un essor après la crise financière asiatique, et les dépenses militaires ont suivi. Entre 1998 et 2007, le budget de la défense de la Chine a augmenté à un taux moyen de 15,9%, soit constamment plus vite que la croissance du PIB de 12,5%. En 2008, la Chine a annoncé 58,76 milliards de dollars de dépenses de défense, mais des estimations internationales indiquaient un montant réel bien supérieur. C'est alors que la Chine a choisi de transformer sa puissance économique en force militaire, produisant des armes à un rythme inégalé par la voie traditionnelle. Les tensions géopolitiques ont accéléré cette dynamique. Les États-Unis ont renforcé leurs alliances en Asie de l'Est, accru leur présence navale dans le Pacifique occidental et augmenté les ventes d'armes à Taïwan. Pour Pékin, ces actions étaient une stratégie visant à freiner l'ascension de la Chine. En réponse, les planificateurs chinois se sont orientés vers des missiles, des sous-marins, des défenses aériennes et des avions d'attaque capables d'interdire l'accès et de refuser l'entrée. A2, AD, conçus pour repousser les forces américaines, loin des côtes chinoises. La crise financière mondiale de 2008 a renforcé la confiance de la Chine dans cette approche.
Les pays occidentaux baissaient leur budget de défense, tandis que la Chine augmentait fortement ses dépenses militaires, voyant dans l'instabilité mondiale une opportunité. La production d'armes soutenait l'industrie, stabilisait l'emploi et renforçait la puissance chinoise, alors que d'autres se repliaient. Les années suivantes ont vu une forte croissance. Le fou qui allait accéder au pouvoir s'apprêtait à bouleverser la défense mondiale. Cette phase a débuté après l'arrivée de Xi Jinping en 2012. Xi a placé la modernisation militaire au cœur de la stratégie nationale et a déclaré ouvertement que l'armée populaire de libération devait être capable de mener et de gagner des guerres modernes. Les industries de la défense ont été poussées à obtenir des résultats rapidement et ont renforcé la préférence pour la rapidité et l'échelle. Les tensions régionales ont ajouté un sentiment d'urgence. Les tensions en mer de Chine méridionale ont augmenté après les revendications territoriales de la Chine contre ses voisins. La construction d'îles artificielles entre 2014 et 2016 a nécessité une présence navale et aérienne soutenue, ce qui a entraîné une demande pour de grandes flottes et une couverture militaire étendue. La dépendance de la Chine au commerce extérieur et à l'énergie a poussé les planificateurs à dépasser la défense côtière pour projeter leur puissance. En 2020, les résultats étaient visibles. La Chine possédait la plus grande marine, la plus grande flotte de chars et l'une des forces de missiles connues à la croissance la plus rapide du monde. Ces armes n'ont pas été conçues pour l'export ou l'exposition, mais pour une raison précise. Les dirigeants chinois pensaient que seuls des effectifs écrasants pouvaient compenser des décennies d'infériorité et éviter une répétition des humiliations passées, comme la crise du détroit de Taïwan. La pression géopolitique, les conflits régionaux et la protection des routes commerciales ont accéléré la militarisation de la Chine. La quantité est devenue une assurance, servant à signaler, résoudre et remodeler l'équilibre régional des pouvoirs. Même imparfait, ces systèmes impliquaient un coût caché. Quand des armes créées pour la rapidité et l'échelle furent testées hors de milieux contrôlés, leurs faiblesses, auparavant cachées par leur nombre, sont apparues. La principale faiblesse réside dans la science des matériaux et la métallurgie. Les plateformes militaires modernes utilisent des alliages de titane avancés. Ces matériaux doivent rester solides sous des températures extrêmes tout en restant légers. Leur fabrication exige un contrôle atomique des impuretés, une structure de grains uniforme dans de grands lingots, et une précision thermique sur une plage très étroite. Les industries aérospatiales occidentales ont mis plus de 4 décennies à maîtriser ce procédé. La Chine ne l'a pas fait. L'écart s'est manifesté sur le terrain. Les JF-17 du Myanmar ont présenté des fissures près des points d'ancrage des ailes après seulement 2 ans, indiquant que les alliages utilisés ne supportaient pas le stress des vols. Les frégates F-22P du Pakistan ont subi une dégradation identique du carter sur plusieurs navires, ce qui indique une défaillance systémique des matériaux plutôt que des défauts isolés. Le Bangladesh a signalé une mauvaise qualité de métallurgie sur tous les systèmes navals, avant d'abandonner des navires, valant chacun plus de 100 millions de dollars. Ce n'étaient pas des erreurs de maintenance, mais des défauts de fabrication. La faiblesse de la Chine, liée à la métallurgie, concerne aussi les matériaux composites. Les avions modernes tels que le Boeing 787 comportent plus de 50% de matériaux composites. Ces matériaux exigent une fibre de carbone précise, un contrôle du diamètre, une chimie de résine stable et des cycles de cuisson impeccables. Même de légères déviations causent délaminage, absorption d'humidité et fissuration thermique. Les entreprises occidentales ont investi des milliards et des décennies pour perfectionner ces procédés. La Chine peut produire des composites, mais leur qualité reste peu fiable. Les déploiements au Myanmar et au Bangladesh ont révélé une dégradation classique des composites, prouvant l'incomplétude des processus de production. La faiblesse la plus persistante reste peut-être la fabrication des moteurs. Les moteurs à réaction opèrent à plus de 1500 degrés Celsius et reposent sur des pales de turbines monocristallines et des revêtements thermiques microscopiques. Cette technologie nécessite d'énormes investissements et des décennies de savoir-faire institutionnel. La Chine ne parvient toujours pas à produire massivement des pales monocristallines fiables. Ainsi, les moteurs chinois offrent moins de poussée, d'efficacité et de longévité. Une autre grande vulnérabilité réside dans les semi-conducteurs avancés. Les radars, missiles et systèmes de commandement modernes dépendent de processeurs de 7 nanomètres ou moins. La Chine est majoritairement limitée à 14 nanomètres et subit de fortes restrictions à l'importation. L'effondrement de la défense aérienne du Venezuela s'explique par l'échec des radars chinois, incapables de résister à la guerre électronique à cause de processeurs lents et de composants en nitrure de gallium surchauffés. Le Venezuela avait déployé un réseau centré autour des radars chinois GI-27A, des systèmes de missiles FK-3 et des nœuds de commandement centralisés. Quand les forces américaines ont ciblé certains composants avec des attaques électroniques, le réseau entier s'est effondré. Les radars se sont retrouvés incapables de suivre les cibles, les batteries de missiles ont perdu la connexion avec le commandement, et aucun système de secours efficace n'existait.
Les radars anti-furtivité, pourtant vantés, se sont révélés inefficaces contre les avions américains modernes, en environnement électromagnétique contesté. Même fonctionnels, leur principale faiblesse réside dans l'intégration logicielle et l'architecture réseau chinoise. Lors de l'opération Sendor au Pakistan, les batteries QG9 ont agi seules sans partager les données de ciblage. Au Venezuela, la perte d'un nœud de commandement a désactivé tout le réseau de défense aérienne en raison de défauts architecturaux du système. La corruption a amplifié chaque faiblesse. Les inspections ont été contournées, les matériaux remplacés et les rapports de tests falsifiés. La qualité a chuté sous la pression des objectifs de production. En Chine, des enquêtes ont trouvé des missiles balistiques remplis d'eau et des couvercles de silos défectueux. Ces révélations ont brisé la confiance au sommet ces dernières décennies. Même la capacité de commandement de l'APL est devenue incertaine à cause de la corruption et de failles majeures. La structure organisationnelle a empiré ces problèmes. L'APL reste très centralisée, le contrôle politique étant prioritaire sur l'autonomie au combat. Les commandants tactiques attendent souvent 5 à 30 minutes une approbation, alors que le combat moderne se joue en secondes, rendant toute action indépendante impossible. Une rigidité similaire a paralysé les forces russes en Ukraine, et le même schéma s'est vu dans la réponse du Venezuela. Après des années d'échecs, de baisse des exportations et de méfiance croissante, la Chine essaie maintenant de changer de cap, d'ici début 2026. Pékin admet que le problème n'est plus la concurrence ou les prix, mais une crise de crédibilité. Le recul de la Chine se voit clairement dans la baisse de sa part de marché. Les chiffres récents indiquent que la part de la Chine dans les exportations mondiales d'armes est passée de 6,3% à 5,2%. Même sur la période de 2019 à 2023, la Chine n'a occupé que la 4e place mondiale, avec environ 5,8% du total des exportations d'armes. Malgré sa production massive et son marketing agressif, la Chine n'a jamais vraiment remis en cause la domination occidentale. Le contraste avec ses concurrents est frappant. Entre 2014-2018 et 2019-2023, les exportations d'armes des États-Unis ont augmenté de 17%, tandis que celles de la Chine ont diminué d'environ 5,3% sur la même période. Sur une période plus longue, la baisse est plus marquée. Les analystes constatent que, alors que les fournisseurs occidentaux progressaient en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, la Chine perdait des parts de marché. Les analystes de la défense liés à RAND et aux instituts de sécurité régionaux ont noté que la demande a chuté dès que la mauvaise qualité, les performances incohérentes et les problèmes de maintenance sont apparus. Au début des années 2020, les signes étaient déjà évidents. Les livraisons d'armes chinoises ont chuté de 7,8% entre 2016 et 2020 par rapport à la période de 5 ans précédente, et la part de marché mondial est passée de 5,6% à 5,2%. Les exportations ont chuté à cause de problèmes de fiabilité et du manque de performance prouvées au combat. La Chine paraît forte car la plupart de ses exportations vont vers une seule région. Environ 85% des ventes d'armes chinoises vont désormais vers l'Asie-Océanie, et le Pakistan à lui seul représente 61% des exportations chinoises sur la période 2019 à 2023. Cette forte dépendance masque le véritable problème à l'extérieur. En dehors d'un petit cercle d'acheteurs principaux, la confiance s'érode rapidement. Le CIPRI et des analystes régionaux observent que de nombreux pays s'inquiètent désormais ouvertement du manque de tests en conditions de combat. Des normes de certification plus basses et un service après-vente limité comparé au système OTAN. Plusieurs gouvernements réévaluent discrètement leurs achats chinois. Le principal changement est psychologique. La Chine n'est plus vue uniquement comme une option à bas coût. La récente éviction de 2 ministres chinois de la Défense, Li Shengfu et Wei Fenghe, a qualifié les armes chinoises de très risquées. Les coûts cachés, les pannes fréquentes, la mauvaise intégration et l'approvisionnement incertain en pièces de rechange sont désormais bien connus. Les pays qui acceptaient autrefois des compromis pour des prix réduits se tournent à nouveau vers des fournisseurs occidentaux ou non chinois. Le rapport 2023 du CIPRI a montré que, bien que les ventes internationales d'armes aient augmenté de 4,2% pour atteindre 632 milliards de dollars sous l'effet des guerres en Ukraine et à Gaza, les entreprises chinoises en ont à peine profité. Les revenus de la défense chinoise n'ont augmenté que de 0,7%, soit la croissance la plus lente depuis 2019. Sur les 100 plus grandes entreprises de défense mondiale, seules 9 étaient chinoises avec 103 milliards de dollars de chiffre d'affaires, contre 41 américaines totalisant 317 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires des principales entreprises d'armement chinoises a chuté de 10% à 88,3 milliards de dollars, la plus forte baisse du top 100 mondial.
Norinco, à elle seule, a enregistré une baisse de 31% de son chiffre d'affaires, passant de 20,31 milliards de dollars à 13,97 milliards de dollars, après que des enquêtes pour corruption ont retardé ou annulé des contrats. Norinco est une entreprise de défense appartenant à l'État. Les revenus liés à l'armement ont diminué chez Avic, le plus grand fabricant aérospatial militaire du pays, chez Arenco, le principal producteur chinois d'armes terrestres, ainsi que chez l'entreprise de missiles et d'aérospatial CASC. Alors que les revenus chinois ont baissé, les entreprises d'armement japonaises ont augmenté leurs revenus de 40%, et celles de la Corée du Sud de 31%. Cela envoie clairement un signal sur la manière dont les acheteurs se tournaient vers des fournisseurs alternatifs, même au sein de l'Asie. L'Asie et l'Océanie sont devenues les seules régions du monde à enregistrer une baisse globale des revenus liés à l'armement, principalement en raison des pertes chinoises. Le fait marquant est une baisse de 23% des exportations, et une perte d'environ 1 point de part de marché mondial. Stratégiquement, les dégâts sont plus profonds. Les échecs ont fait passer la Chine d'un fournisseur d'armes prometteur à un pari risqué. La Jordanie, l'Algérie, l'Irak, l'Égypte, l'Iran, le Sri Lanka sont des exemples de pays qui ont ralenti, arrêté ou annulé leurs commandes d'armes chinoises. Ils l'ont fait après avoir tiré des leçons d'expérience d'autrui. Par exemple, en 2016, le Myanmar a signé un contrat de 560 millions de dollars pour acheter 16 avions de chasse JF-17 Thunder et est devenu le premier client à l'exportation pour cet avion conjointement développé par la Chine et le Pakistan. Ce qui a suivi s'est transformé en l'un des échecs d'exportation les plus dommageables que la Chine ait jamais connus. En 2022, 11 des 16 avions étaient immobilisés à cause de fissures structurelles. Le radar du jet a connu des pannes fréquentes et manquait de précision. L'ordinateur de mission n'a pas pu gérer les missiles hors de portée visuelle. Les moteurs se sont vite dégradés, entraînant des pannes répétées sur toute la flotte. Le chef militaire du Myanmar a exprimé une forte insatisfaction, tendant les relations avec le Pakistan. La Chine a dû intervenir diplomatiquement. Le Pakistan a proposé des modèles plus récents, mais le Myanmar les a refusés. En 2020, le Bangladesh a abandonné plusieurs frégates chinoises sur ses rivières. Les navires subissaient une mauvaise métallurgie de coque, des pannes de radar, des systèmes de tir peu fiables, des dysfonctionnements des canons et un manque de pièces de rechange. Malgré plusieurs réparations, les navires n'ont pas atteint des normes maritimes acceptables. Le Pakistan, principal partenaire militaire de la Chine, a aussi rencontré de graves problèmes. Les frégates Zulfikar de la marine pakistanaise, construites en Chine, ont montré des dégradations similaires des moteurs sur plusieurs navires. L'apparition régulière de défaillances sur plusieurs navires révélait une faille de conception, et non un simple problème d'entretien. Les F-22 Zulfikar ont connu des pannes de moteurs fréquentes. Ces pannes, survenant souvent en mission, ont causé des arrêts imprévus, des opérations annulées, et une perte de dynamique stratégique lors des exercices conjoints et manœuvres maritimes. L'armée chinoise a également connu des secousses internes. Entre 2023 et 2024, la campagne anticorruption de Xi Jinping a révélé de graves défaillances. Dans la force des fusées de l'APL, des enquêteurs ont trouvé des missiles balistiques intercontinentaux, remplis d'eau au lieu de carburant, et des couvercles de silos défectueux incapables de s'ouvrir. Ce n'étaient pas des incidents isolés, mais des échecs systémiques de maintenance et supervision. Cette découverte a remis en cause la fiabilité de la dissuasion nucléaire chinoise, révélant la corruption et la falsification de rapports jusqu'au sein des forces stratégiques. 9 généraux de haut rang, dont des officiers de la force des fusées, de la marine et de l'armée de l'air, ont été démis de leurs fonctions. La direction de grandes entreprises de défense comme Norinco, Avic et CASC a été purgée avec l'élargissement des enquêtes, le ralentissement de la production, le gel des contrats et les retards de livraison. Mais la Chine a un plan de redressement. La stratégie de redressement de la Chine s'appuie sur son 15e plan quinquennal de 2026 à 2030 qui marque un changement clair, passant de la rapidité et de la quantité à la qualité et à la fiabilité. La priorité, c'est le nettoyage interne après des scandales de corruption révélant de fausses inspections et des équipements de mauvaise qualité. Les règles d'approvisionnement sont réécrites, les contrôles renforcés et les inspections restructurées. L'objectif est d'empêcher les systèmes défectueux de valider les contrôles qualité et de restaurer la confiance. Le deuxième pilier vise une fusion accrue des secteurs militaires et civils. Face aux sanctions sur les puces et matériaux avancés, la Chine compte davantage sur sa technologie civile. Les entreprises d'IA, robotique, semi-conducteurs et sciences des matériaux participent au développement d'armes. Pékin considère que les industries civiles progressent plus vite, testent plus rigoureusement et ont de meilleures normes de qualité que les entreprises de défense d'État. Pour ses exportations, la Chine mise désormais sur la prudence.
Elle favorise la qualité et les systèmes déjà éprouvés, plutôt que de promouvoir massivement de nouvelles plateformes non testées. Des conceptions simples et éprouvées sont désormais préférées aux armes expérimentales, limitant les risques d'échec public, comme en 2025. Le Pakistan restera le principal client et partenaire de la Chine. Les programmes de sous-marins et d'avions assurent des revenus stables, des retours d'expérience et un cadre contrôlé pour perfectionner discrètement les systèmes. La Chine compte aussi sur l'export des technologies à double usage. Les drones civils, véhicules logistiques et navires des gardes-côtes sont adaptés à un usage militaire, permettant à la Chine de contourner des restrictions à l'exportation et de maintenir son influence. Même si les ventes d'armes traditionnelles diminuent, l'objectif de 2027 n'est qu'une étape, et non une destination finale. Pékin s'efforce en même temps de finaliser la structure de ses forces armées d'ici 2035 et vise en fin de compte à atteindre des capacités inégalées d'ici 2049. La Chine cherche à surmonter l'effondrement de sa crédibilité, à rétablir la confiance progressivement et à transformer son industrie de l'armement en fournisseur fiable. Que la Chine réussisse ou non déterminera son influence militaire pour la génération à venir.